Bienvenue ici dans le Reflector Podcast. C'est un endroit où partager et élargir nos perspectives. Un endroit où embrasser la beauté, la richesse et le mystère de la vie. C'est un espace pour se confronter à l'inconnu et oser devenir un peu plus le changement que nous voulons voir dans ce monde. Ce podcast, c'est une invitation à un voyage d'exploration vers soi et découvrir le sens profond d'être humain. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre écoute. Allons-y! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reflector. Alors je suis très en joie aujourd'hui parce que je suis pas seul et j'ai mon ami Luc Modonnet qui est là avec moi pour parler Ayurveda, pour parler de son parcours. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré sur mon chemin et avec qui je collabore sur des formations Ayurveda, sur des explorations diverses et variées dont on aura l'occasion de vous parler pendant le podcast. Mais j'avais envie aujourd'hui de poser des questions, d'interroger Luc et qu'on s'entretienne sur son parcours. Ce que vous l'entendrez, Luc est assez jeune et a eu la chance de connecter avec le yoga et l'Ayurveda jeune dans sa vie. Et il y a des étapes clés qui m'ont beaucoup inspiré dans le parcours de Luc. Et j'avais beaucoup, très envie de l'inviter pour qu'on échange ensemble. Bonjour Luc. Satnam, bonjour Fateh, merci de me recevoir sur ce podcast. Très content de t'avoir ici et qu'on puisse échanger et de pouvoir présenter ton parcours aux gens. Est-ce que tu peux justement nous dire un peu comment t'en es arrivé à l'Ayurveda et quelles ont été un peu les étapes, les moments clés, les trucs qui ont fait que tu as senti que c'était ça et pas autre chose? Donc moi, mon chemin qui m'a mené à l'Ayurveda, c'est d'abord la tradition qui nous relie tous les deux, qui est la tradition du Kundalini Yoga, que j'ai rencontré dès ma naissance, puisque j'ai eu la chance, parce que j'estime que c'est vraiment une chance, de naître d'une maman qui pratiquait le Kundalini Yoga, qui s'est formée au Kundalini Yoga avec Karta Singh, qui est la première élève de sa première formation, puis qui a ensuite été étudiée avec Yogi Bhajan aux États-Unis aussi. Et donc, à partir de ma naissance, j'ai été indirectement en lien avec cette tradition-là. Et ce qui est intéressant aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est que ma mère, à l'inverse de certains jeunes qui sont nés dans cette tradition, ne m'a jamais rien imposé. Elle ne m'a pas imposé de ne pas me couper les cheveux, de ne pas manger de viande, elle ne m'a jamais imposé de faire du yoga ni rien. Ce qui fait que j'ai pu développer une curiosité qui m'a amené à contacter de manière assez spontanée et naturelle. Ah pourquoi tu chantes ce mantra-là? Pourquoi tu manges comme ça? Sans jamais avoir ce truc de ton parent qui t'impose quelque chose qui aurait pu créer de la résistance. Donc très tôt, j'ai eu une mère qui a pu me guider, répondre à mes questions par le prisme du Kundalini Yoga. Et ensuite, il a fallu une petite période un peu... pas chaotique, mais de remue-ménage dans ma vie d'adolescent, où j'ai fait une crise un petit peu d'adolescent. Je me souviens, je m'étais fait renvoyer de mon établissement à l'époque. Et il a fallu ça pour que je commence et que ma mère me dise, bon, qu'est-ce que tu penses de parler à quelqu'un et puis de travailler un petit peu sur toi. Et puis, l'idée me paraissait intéressante. Et c'est là où j'ai vraiment commencé, en fait, à me remettre en question, à parler à un thérapeute, et puis en fait à voir la puissance que ça pouvait avoir de partir du principe que c'était nous qui étions capables d'agir sur ce qui nous arrivait plutôt que l'extérieur. Ça, c'est quel âge? Donc ça, c'est à peu près 13-14 ans. 13-14 ans, c'est vraiment l'époque où, même si avant j'avais des outils, etc., que je pratiquais un peu parce que je les avais toujours vus, comme chanter un mantra, respirer, etc., ça a été vraiment le moment où j'ai fait la démarche de. Ok. Et il a fallu plutôt un voyage en Inde. Donc là, je devais avoir 13 ans, un premier voyage en Inde à 13 ans, où là, je me suis retrouvé en fait à aller avec ma maman au Golden Temple, donc qui est le lieu sacré des Sikhs, et où là, j'ai commencé à vraiment me faire toucher en fait, parce que c'était, et du coup là, je lui ai vraiment posé des questions. Pourquoi? Oui, alors juste pour les auditeurs, le Golden Temple, le Temple d'Or, c'est à Amritsar, dans le Pendjab.
Et c'est le lieu, on va dire, où on peut connecter vraiment à la source de la tradition dont émane le Kundalini Yoga. Donc c'est un lieu très fort énergétiquement et le lieu qui porte en fait vraiment l'énergie de cette tradition. Tout à fait. C'est un petit peu pour ceux qui connaissent pas ce qu'est la Mecque pour les musulmans, pour les sikhs. Mm. Et donc ça a vraiment été ce moment-là où j'ai pu lui poser des questions et comprendre ce qu'était le yoga, pourquoi elle méditait, pourquoi elle chantait tel mantra, qui était Yogi Bhajan, qu'est-ce que ça lui avait permis d'accomplir dans sa vie, qu'est-ce qu'elle avait arrêté, qu'est-ce qu'elle avait continué. Et suite à ça, j'ai commencé du coup à vouloir expérimenter. Et ma mère m'a dit, bah, si tu veux expérimenter quelque chose, va chez Karta. Mm. Donc pareil, ça devait être la même année ou l'année d'après, je sais plus exactement, mais sur les âges de 13-14 ans, je suis allé faire la semaine qui s'appelle l'éveil de soi chez Karta Singh, qui est une semaine vraiment incroyable et dans laquelle j'ai connecté vraiment pour la première fois à la pratique du Kundalini Yoga, parce que j'avais été dans des festivals depuis tout petit, mais j'avais jamais fait moi la démarche de pratiquer pendant une semaine complète de mon propre chef. Et donc cette semaine-là a été vraiment révélatrice pour moi, dans le sens où j'ai vraiment pu toucher du doigt ma responsabilité et mon potentiel créateur dans cette vie. Et ce qui est venu assez rapidement, après ce petit chemin que j'avais fait, c'était la volonté de le partager en fait. Et du coup, dès l'année d'après, j'ai demandé l'autorisation à mes parents, parce que j'étais encore jeune, pour commencer une formation de niveau 1 et me former à devenir professeur de Kundalini Yoga. Donc ce qui a été accepté, grâce aussi à une des facilités de ma mère, c'est qu'elle m'a permis de louper certains moments de l'école pour aller en formation. Ah ouais. Donc c'était très intéressant d'expliquer à mes professeurs ce que je faisais, et il y avait vraiment un grand respect de la part de mes profs, de la part de mes amis aussi, qui auraient pu ne pas comprendre, parce que je me suis assez vite saisi de ces outils-là, et j'ai eu la capacité, en fait, et on verra pourquoi dans mon parcours aussi c'est important, de les rendre accessibles et de pas être dans quelque chose de dogmatique comme on peut l'être un petit peu au début. Et le fait d'être aussi jeune m'a permis du coup d'approcher ça avec un prisme jeune et de le mettre avec les mots que j'avais à cet âge-là. Et donc là, ça a vraiment été le moment en fait où j'avais envie de transmettre ce qui moi m'avait touché en fait. Et à l'époque, ce qui était marrant, c'est que j'étais plus parti pour être coach sportif. Ce qui m'animait, c'était d'aider les autres déjà. Et je donnais déjà des cours de sport à l'époque un peu comme ça. Et c'était déjà d'aider l'autre en fait à atteindre certaines choses. Et quand j'ai fait du yoga, je me suis dit, mais en fait, le sport, d'une certaine manière, en tout cas de la manière dont je le faisais à l'époque, c'était surtout pour renforcer l'idée que quand tu allais avoir un meilleur corps, tu allais te sentir mieux. Et j'ai très vite vu que c'était pas le cas, parce que c'était une de mes recherches en faisant du sport. Je me suis dit, en fait, vraiment, la meilleure manière avec laquelle je peux aider les gens, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé tout de suite, en fait, même avant de faire mon niveau 1, les trucs que j'apprenais du Kundalini, j'en parlais à mes amis, j'avais une amie qui était stressée quelque part, je lui disais tiens, respire narine gauche et tout. Et spontanément en fait, il y a eu ce truc d'enseigner qui est venu assez rapidement. Et le niveau 1 du coup m'a permis après de commencer à donner des cours. Donc pareil, donc j'ai commencé, je dois avoir 15-16 ans, à donner des enseignements en fait collectivement. Et ensuite, dans mon parcours, à ce moment-là, en fait, où pendant que je faisais ma formation de niveau 1, j'étais à l'époque en couple avec une femme un peu plus âgée que moi qui était aussi dans le Kundalini. Et on avait ce projet qu'après mon bac, je parte, ou même que j'arrête mon bac pour aller enseigner le yoga et puis me destiner à ça, puisque j'avais beaucoup d'ego à l'époque aussi, de penser que j'étais spécial parce que j'étais jeune, que ma voix c'était ça, parce que j'avais grandi là-dedans, etc., etc. Et j'ai eu la chance en fait de me faire confronter à mon enseignant assez rapidement. On avait des entretiens en fait pendant le niveau 1. Et je parle de ce projet-là à mon enseignant en pensant qu'il serait très fier de moi, en mettant en avant que voilà, je fais du yoga, que je l'enseigne déjà, que j'ai envie de changer le monde, de voyager dans le monde entier pour enseigner le yoga, etc. Et Karta à ce moment-là me confronte vraiment littéralement en me disant mais en fait mon petit gars t'as rien compris. Ne parle pas d'humilité parce que tu sais pas du tout ce que c'est. Ne parle pas de yoga parce que tu sais pas du tout ce que c'est. Et ce que tu dois faire, c'est pas aller enseigner le yoga, tu dois finir tes études. Je me souviens, il m'avait dit à l'époque, étudier l'économie parce que c'est ton domaine de prédilection. Et ensuite, c'est pas toi qui voyageras dans le monde, c'est le monde qui viendra à toi, si il doit venir. Ah oui, c'est...
Donc, et à l'époque, ça avait été une grande désillusion parce que j'étais en époque où je Et devais. ça te fait quoi alors quand c'est une sorte de figure d'autorité spirituelle pour toi à ce Oui, moment-là? bah Qu'est-ce que c'est pour moi, c'est tu un veux vraiment peu. ce moment-là quoi? Qu'est-ce que ça t'a fait vraiment? Bah, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait la grosse désillusion en fait de l'autorité masculine, un petit peu de cette image du père qui casse en fait tes projets et tes rêves en te remettant dans quelque chose de très concret et en même temps, comme c'était mon enseignant, je savais que c'était juste et c'est Ouais. ce qui me faisait encore plus chier. C'était qu'en fait, parce que j'étais un peu dans ce modèle de rejeter l'école, de rejeter la société, de me dire qu'ils avaient rien compris, qu'il fallait être euh, extérieur à ça, et d'une certaine manière, c'était en fait non, t'as rien compris. Si tu penses que tu dois être extérieur à ça, c'est que t'es pas rentré en fait dans le yoga. Donc pour T'as moi, pas commencé en t'as fait. pas commencé. Et c'est ce qu'il Wow. m'a dit. Il m'a dit, t'as rien compris au yoga en fait. Donc ça a été assez Et violent. ton père était présent pour toi à cette époque de ta vie ou? Ouais, moi, mon père a toujours été présent, même s'il n'a pas été, il a pas été aussi présent que ma mère. D'accord. Mais il a eu toujours aussi cette partie un peu plus autoritaire, à moins me caresser dans le sens du poil et à plutôt me mettre des garde-fous. Et chaque fois que j'avais un projet, il était plus à me dire, bah, fais plutôt gaffe à ça, Ok. que à me pousser là-dedans. Et, et moi personnellement aussi, j'étais beaucoup en demande de la reconnaissance des figures masculines à travers mon père, à travers mon frère. Et c'est typiquement les reconnaissances que j'ai pas eues. Non pas Ok. qu'ils ne me l'aient pas apportées, mais que je les ai pas perçues en tout cas dans ces époques-là en plus. Donc là, à chaque fois, dans mon enseignant, Ah et oui. longtemps dans ma vie, ça m'a suivi, ce côté de me faire reconnaître par mon enseignant, qui était souvent un homme charismatique et qui avait une autorité sur moi. Et ça a rarement été le cas. Et ça a été un cadeau parce que ça m'a permis du coup d'aller trouver en moi ce qui m'animait vraiment plutôt que ce qui aurait plu à ces figures d'autorité masculine. Donc là, c'est ce qu'il fait, Carta, à ce moment-là, finalement. Mm. Là où tu proposes quelque chose pour une forme de reconnaissance, lui, il dit, mais non, rien à voir. Il dit non à tout, en fait. Tout Exactement, besoin de reconnaissance, exactement, il te remet exactement. face à toi-même, quoi. Il me remet face à moi-même et puis il me remet aussi face à une réalité et je le remercierai jamais assez pour ça, qui était de ne pas faire l'erreur de penser qu'il faille s'extraire du monde pour faire quelque chose. Ah, ok. Et moi, c'était vraiment l'idée que j'avais, hein. J'avais vraiment cette idée de voyager, de partir en Inde, de me retirer des choses, Une etc. forme de fuite, peut-être? Tu Une vois ça fois, aujourd'hui comme ça? ouais, je vois ça comme une forme de fuite et puis comme une forme aussi de. Et on en reparlera avec l'Ayurveda en fait, de penser que les choses seront mieux ailleurs ou de penser que c'est ailleurs que ça se fait, que la Ok. sagesse elle est en Inde, qu'il faut. Et j'en parlerai quand j'ai rencontré mon maître, qui est mon maître actuel, où moi dans ma tête, mon maître c'était un sadhu, que j'allais voilà, que j'allais à 20 ans vivre nu avec lui, fumer des chilums et puis atteindre une expérience que j'allais ensuite retransmettre en Occident. C'était un peu ça Côté mon. un peu fantasmé, quoi. C'est ça, c'était Ok. complètement fantasmé. Et d'une certaine manière, ça m'a remis dans le truc. Mais en fait, si t'es pas capable, là, ici, de connecter la sagesse des anciens et la sagesse des grottes, t'iras dans les grottes, ça sera pareil. Non pas Hmm. que d'aller dans une grotte, c'est anodin, parce que je l'ai fait. Et c'est quelque chose vraiment à part entière. Et voilà, c'est une vie à part entière. Et je respecte énormément les gens qui font ça. C'est pas plus facile que de rester dans le monde, au contraire. Mais en tout cas, chez moi, il y avait cette forme de fuite et d'idéalisation euh, qui aurait pu me faire passer à côté de prédispositions que j'avais ou d'opportunités. C'est-à-dire qu'à un Ok. moment, j'étais au lycée, j'étais bon à l'école, grâce au yoga d'ailleurs. C'est en faisant du yoga que j'ai remonté mes moyennes. Et d'une certaine Ça manière, te rendrait quoi? Plus concentré, plus efficace? Qu'est-ce que ça faisait? ça m'a rendu beaucoup plus lucide en fait, de comprendre en fait ce qu'on attendait de moi, ce qu'il fallait faire pour répondre à un test et notamment dans les mathématiques, j'étais nul en maths et puis en faisant du yoga en fait j'ai juste retrouvé un discernement qui m'a permis de comprendre qu'il y avait une méthode à appliquer et qu'à partir du moment où on arrêtait de résister à cette méthode-là, ça marchait. Parce que pour moi les maths c'est ça, c'est qu'en fait ce qui marche pas quand tu fais des maths c'est que tu résistes à la méthode. Tu essaies de la questionner, tu essaies de la comprendre, alors que ce qu'il faut, c'est juste l'appliquer dans différents contextes. Et en fait, Très le intéressant. Kundalini m'a fait prendre ce truc de, en fait, arrête de réagir, arrête d'être en réaction. Juste, pour moi, quand tu fais des maths, et c'est vrai qu'à l'époque, c'est marrant qu'on parle de ça, mais quand je faisais des maths, je méditais parce que t'es dans un truc, c'est bête, c'est méchant, t'as cette formule-là, ce contexte, qu'est-ce qui s'applique, quelle est la règle que j'ai oubliée qui fait que ça tombe pas juste, et ça tombe juste en fait. Et le fait de reconnecter à ça m'a vraiment permis en fait de capter dans le système scolaire et dans la réflexion qu'à partir du moment où que j'étais pas en réaction et que j'étais dans un truc assez neutre, de comprendre avec discernement et logique ce qui se passe, c'était assez facile en fait. Hmm.
Voilà, après, j'ai beaucoup de mémoire naturellement, donc ça m'a aussi aidé. Et puis, ça m'a ouvert effectivement aussi à une curiosité, puisque en faisant du yoga, j'ai compris qu'en fait, tout pouvait être source de sagesse et d'apprentissage. Et du coup, bah, je me régalais d'apprendre l'histoire et de voir qu'est-ce que je pouvais comprendre d'une histoire politique ou d'une histoire que mon prof me racontait. Ça m'a vraiment donné un intérêt, en fait, aux choses, à avoir cette démarche d'ouverture Ok. et à partir du principe qu'en fait, tout ce qu'on me présentait, potentiellement, ça pouvait être intéressant et ça pouvait me servir. Et du coup, j'étais beaucoup moins en résistance avec l'école dans les années qu'on suivit que je ne l'étais avant. Et d'une certaine manière, c'est ce que Carta m'a proposé en me disant qu'en fait, il fallait que je fasse des études. Et puis, il m'avait dit d'économie, ce que pour moi, c'était genre le truc. J'étais un peu genre, ouais, non, le capitalisme et tout, n'importe quoi. C'était un peu ce truc de, bah, en fait, va observer ça et va contacter ça. Et c'est ce qui m'a amené, du coup, dans ma vie à m'orienter vers des études très concrètes, tout en enseignant quand même le yoga. Hein. J'ai toujours continué à l'enseigner. Mais j'ai commencé des études de commerce. Ok. Pour moi, c'était une voie qui était intéressante parce qu'il y a dans le commerce, il y a toute une partie où on étudie la psychologie, l'art des mots, l'art de comprendre une personne pour pouvoir lui proposer ce qui est le plus adapté ou pas. Et c'est quelque chose qui m'a servi et avec lequel j'ai une grande affinité. Manier les mots, la langue, vendre quelque chose aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ça m'a surtout permis, en fait, à l'époque, de mettre un premier pas dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail. Ok. Puisque un de mes projets, c'était d'enseigner le yoga à l'époque dans les entreprises. Et je me suis dit, mais attends, à l'époque, j'avais 18 ans, t'as jamais eu aucune expérience de ta vie dans une entreprise, tu sais même pas ce que c'est. Tes conseils, ils vont être basés sur des choses que t'as pas vécues. Donc, va étudier ce que c'est une entreprise, et je l'ai fait par le prisme du commerce. Et c'est par le biais du commerce, après mes 2 premières années d'études en alternance, que j'ai connecté pour la première fois avec l'Ayurveda. Puisque donc, je faisais mes études de commerce, j'étais dans le Kundalini Yoga, donc j'allais dans les festivals, je faisais des stages, j'ai commencé des niveaux 2, je suis allé me former avec d'autres enseignants, j'enseignais. Je commençais un petit peu, pour revenir à l'Ayurveda, j'entendais un petit peu parler d'Ayurveda. À l'époque, ma copine de l'époque se formait en médecine chinoise, un petit peu en massage Abhyanga, etc. Donc j'avais déjà entendu ces mots-là. Mais après mes 2 années d'études en alternance dans le commerce, je me rends compte que bon, c'est sympa d'être dans le monde de l'entreprise, mais que j'en avais un petit peu marre de dissocier qui j'étais. Et le samedi, m'habiller en enseignant de yoga, et puis parce que j'étais dans une grande entreprise, Ah, il ok. fallait que je me mette en costard, que je rase ma barbe, que j'aille dans des restaurants. Moi, je mangeais pas de viande à l'époque, donc à chaque fois j'avais des réflexions, et à un moment ça me fatiguait un peu. Je me suis dit, putain, j'aimerais bien être dans un truc où il y a le business et la conscience. Mm. Et du coup, là, j'ai fait une des grandes rencontres de ma vie, qui est la rencontre avec Atma Singh. Donc, qui à l'époque, lui, avait fini sa mission avec Yogiti et était en train de développer la marque Atma, donc qui sont des infusions médicinales qui sont réalisées selon l'Ayurveda. Et le but, c'était ça, mais c'est un projet qui avait même émergé à l'époque de Yogiti. Le but, c'était pas forcément de faire concurrence à Yogiti, c'était de faire autre chose et de vraiment revenir à des mélanges qui soient réalisés selon la tradition de l'Ayurveda. Ok. Et du coup, moi, je le contacte parce que je vois en lui l'opportunité en fait de mêler ce côté business et ce côté conscience. Ok. Et du coup, effectivement, tous les deux, ça match extrêmement vite. Je me rappelle la première fois qu'on se voit, c'est direct en fait. On était déjà en train d'avoir des projets, je sais pas, 1 heure après s'être rencontrés. Il y a une grosse résonance. Et du coup, c'est par Atma donc, que j'ai pu rencontrer la personne qui est aujourd'hui mon maître, qui est le Vaidya Narendra Das. Donc Narendra Das, c'est pour le présenter un petit peu, c'est un Français. Donc c'est quelqu'un qui est historiquement, en tout cas avant d'être dans l'Ayurveda, il était herboriste. Avant d'être herboriste, il était horticulteur. Donc il a appris à cultiver les plantes, notamment par exemple chez des gens connus qui s'appellent les Grosjean. Irène Grosjean qui est une ponte de la naturopathie. Il a travaillé chez ces gens-là où il faisait le jardin. Ensuite, il a appris à soigner avec les plantes à l'école des plantes médicinales de Lyon. Ok. Et ensuite, il a fait d'autres expériences, notamment dans le magnétisme, dans l'énergie, dans la géobiologie. Et ensuite, il a eu l'appel de l'Ayurveda. Donc, D'accord. il est parti, en fait, il devait avoir 24-25 ans. Il est parti en Inde faire les études donc, pour devenir médecin en Ayurveda, qui sont Ok. des études de 6 ans. Il a fait ça dans le Gujarat, à Jamnagar, qui est situé dans le nord-ouest de l'Inde, dans la plus grande université d'Ayurveda indienne. Et il est allé étudier l'Ayurveda pendant 6 ans.
Et c'est là aussi, on en parlera après, où il a fait la rencontre de son maître. Et donc ensuite, quand il est revenu en France, on reviendra un peu plus tard peut-être sur son parcours, quand il est revenu en France, Atma Singh lui a demandé en fait de concocter des infusions médicinales selon l'Ayurveda, en incluant des plantes françaises. Ce qu'il a pu faire, puisqu'il avait la connaissance de l'Ayurveda qu'il a appris en Inde, mais aussi des plantes en France, puisqu'il était herboriste. Et c'est ce qui lui a permis de réaliser ces infusions-là. Et c'est au travers, et c'est pour ça que j'en parle un petit peu, c'est parce que c'est par ces infusions-là que j'ai commencé à rentrer en lien et en connexion avec lui. Ok. Et en fait, en étudiant les infusions chez Atma, quand je suis rentré chez Atma pour y travailler, j'ai été relié directement au travail de Narendra Das. Et c'est là où vraiment j'ai compris ce qu'était l'Ayurveda, en lisant tout le travail qu'il avait fait sur les infusions. Et c'est là où je me suis dit, en fait, l'Ayurveda, c'est ce qu'on fait dans une classe de yoga, mais tout le temps. C'est-à-dire que la conscience qu'on propose à l'élève quand il vient s'asseoir pour faire du yoga, puisqu'il s'agit pour moi de ça quand on parle de yoga, on utilise des asanas, on utilise des pranayams, on utilise des mantras qui sont des outils, qui sont des outils pour atteindre l'état du yoga, puisque le yoga est un état, cet état d'union, cet état de conscience, cet état de présence où on est capable d'embrasser, non pas ce qu'on aimerait qu'il soit, mais ce qui est. Et avec l'Ayurveda, comme je l'ai étudié par le biais des infusions et comme l'a présenté Narendra Das, je voyais vraiment, en fait, pour moi, ce prolongement du yoga. Et donc, j'ai vu pour moi, non pas autre chose dans l'Ayurveda, j'ai simplement vu un prolongement de ce que j'avais déjà touché avec le Kundalini Yoga, mais avec l'alimentation, l'hygiène de vie et avec l'étude d'une individualité et tout un champ d'études physiologiques, anatomiques, médicales, où il y a vraiment une science concrète de l'énergie, du physique aussi, et du lien entre ces différentes structures. Donc pour moi, c'est un vrai éveil. Et donc ça, tu as cette réalisation en lisant un peu son travail et comment il avait concocté les recettes en fait. Ouais. Donc la base de on va dire la science et la sensibilité qui a permis de reconnaître les qualités des plantes, de les mettre ensemble, c'est ce travail-là qui t'a éveillé cette curiosité. Tout à fait. Puisque chaque fois que j'étudiais une infusion, en fait, on étudiait toujours le champ physiopathologique. Donc, par exemple, quand j'étudiais les infusions pour la ménopause, eh bien, j'avais tout un dossier de sa part qui m'expliquait qu'est-ce qui faisait que la femme pouvait vivre une ménopause difficile, pourquoi la femme se plaint plus de ménopause maintenant. Et on parlait du coup du rythme de vie, du rapport aux émotions, du rapport à notre positionnement en fait en tant qu'état d'être. Et du coup, ça m'a tout de suite fait prendre aussi conscience que la maladie n'était pas simplement un déséquilibre physique et qu'il y avait une réalité somatique de comportement. Et du coup, que le yoga et la conscience de soi étaient l'outil en fait de guérison, au-delà de l'infusion en fait. Donc j'ai très vite connecté ça. Et ensuite, j'ai pu rencontrer Narendra Das directement. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à être très touché par ses enseignements et à vraiment percevoir la valeur de l'Ayurveda qu'il proposait, qui est un Ayurveda que j'avais jamais vu auparavant. Puisque je m'étais intéressé à l'Ayurveda, j'en avais entendu un peu parler, ça m'avait jamais vraiment touché. Mais quand j'ai vu à quel point c'était simplement un prolongement de l'état de conscience du yoga, que c'était quelque chose d'accessible, que c'était quelque chose qui pouvait vraiment autant t'aider à être bien dans ta vie, mais autant t'aider aussi à comprendre des pathologies, à donner du confort de vie, que je me suis dit c'est vraiment énorme. Et en plus, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais le yoga, déjà pour que les gens aillent faire du yoga, il faut avoir une démarche déjà, même si c'est quand même un petit peu plus connu, que l'Ayurveda, en fait, les gens, ils viennent un peu plus facilement consulter, parce que tu as mal au ventre, tu as mal à l'épaule, tu vas à l'Ayurveda. Plus facilement, en tout cas, qu'à une séance de yoga. Et je me suis dit, parce que tu viens par le corps plutôt que par un travail de démarche intérieure. C'est ça. Et pour caricaturer, mais quand tu vois des gens un peu pour qui le yoga ne parle pas du tout, c'est plus facile de leur dire si tu veux je te propose une séance, on va parler de plantes pour t'aider à avoir moins mal au coude, que de leur dire on va chanter des mantras, se lever tôt le matin, etc. Il y a une forme où c'est un petit peu plus accessible pour les gens. Et du coup, j'ai vu pour moi l'opportunité aussi de continuer à diffuser ce qu'est le yoga, mais dans un cadre qui parle aussi à plus, qui est le cadre en fait de la santé, et de me dire en fait quelqu'un qui potentiellement vient me voir parce qu'il a juste mal au ventre, potentiellement je peux lui donner les outils de conscience du yoga et lui permettre de comprendre que son maux de ventre en fait il est potentiellement relié à sa manière de vivre et à qui il est. Et du coup j'ai vu pour moi une vraie porte d'entrée dans ce qui me plaisait depuis le début dans le yoga en fait. Et c'est ça qui m'a aussi incité à plus rentrer dans l'Ayurveda. Et ensuite, en travaillant pour Atma,
Mon travail, c'était de vendre les infusions, mais en réalité, j'étais pas vraiment commercial. J'étais devenu un peu expert en plantes médicinales et en tisanes. Et je me retrouvais à donner des conseils. Et en fait, quand je vendais des tisanes, je les vendais pas. Je faisais que parler de l'Ayurveda. Et c'est ça qui marchait d'ailleurs. C'est que quand les gens ils m'entendaient parler, ils disaient, ouais, c'est tellement beau quand il en parle que ça doit être bien dans ces infusions. Ça doit marcher. Ça doit marcher. Et donc, du coup, c'est vraiment là où j'ai commencé à avoir une vraie expérience de l'Ayurveda. C'est que je me suis retrouvé à être dans des festivals, dans des salons, dans des animations où j'avais des gens qui venaient me poser des questions. Bah, moi, j'ai une endométriose, quelle tisane vous me conseillez, machin. Puis des premières fois, je savais pas trop quoi répondre. Puis après, je suis allé me renseigner. Qu'est-ce que c'est une endométriose? Comment l'Ayurveda le voit? Puis j'apportais des réponses. Et puis, d'année en année comme ça, j'ai pu vraiment développer une petite expertise qui m'a donné un bon niveau en Ayurveda. Puisque j'avais les documents de Narendra Das, j'avais tout étudié, tout appris par cœur. Ça, c'est aussi un côté que j'ai qui est très intense dans l'apprentissage. Et donc, j'ai vraiment tout appris, tout lu, tout regardé, etc. Ce qui fait que j'ai pu vraiment avoir des bonnes bases en Ayurveda, et qui sont des bases qui viennent de Narendra Das, parce que j'ai étudié qu'avec lui, et qui m'a permis du coup après d'intégrer l'université qu'il a créée, qui est une université qui s'appelle Ayurveda Data, qui est une université qui est plus, c'est plus un mentorat. C'est pas vraiment une formation à part entière, c'est un mentorat qui a pour but en fait de former des gens qui pratiquent déjà l'Ayurveda, qui sont déjà thérapeutes, et d'aller plonger dans beaucoup plus profondément ce qu'est l'Ayurveda. Donc c'est un mentorat parce que c'est pas simplement l'apprentissage d'un Ayurveda médical, c'est vraiment plonger dans l'Ayurveda en tant qu'art de vivre, en tant que véritable courant spirituel. Et c'est une vraie expérience qui change une vie, puisque c'est pas simplement étudier des textes et puis étudier des maladies, c'est vraiment mettre sa vie dans un process complet. Et c'est ce que je fais maintenant depuis 3 ans, aux côtés du coup, de mon maître qui est Narendra Das, avec qui j'ai aussi des liens directs, où j'ai des initiations directes, où il me donne des enseignements. Et juste pour finir un peu sur le parcours, à un moment donné, je commençais un petit peu à consulter en Ayurveda et en même temps, je continuais à travailler pour Atma. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je me concentre dans mon énergie, que c'était pas possible de faire les deux. Et donc, j'ai choisi d'arrêter mon activité commerciale pour Atma et de me concentrer sur la consultation en Ayurveda. Donc, je continue toujours à être un peu avec Atma, mais sur la partie Ayurveda, et je rédige des articles pour Atma. Mais par contre, dans mes activités maintenant, c'est purement et uniquement de l'Ayurveda, de la consultation. Okay. Donc voilà tout ce qui m'a mené à l'Ayurveda et qui m'a permis de rencontrer aujourd'hui la personne qui est mon enseignant, qui est le Vaidya Narendra Das. Ok. Et alors, tu as parlé de pas mal de choses, hein, mais tu as parlé notamment d'initiation, tu as parlé d'une rencontre forte et que l'Ayurveda, c'était pas seulement étudier des textes, étudier des symptômes, étudier des maladies, comme on le voit souvent dans la médecine occidentale, on s'adresse à des symptômes. Qu'est-ce qui pour toi, ça veut dire quoi faire partie d'une lignée spirituelle, être inspiré par un courant? Tu parles de courant, de transmission. On sent que c'est beaucoup plus qu'un savoir livresque. Donc c'est quoi exactement pour toi et quelles sont peut-être les étapes ou les moments où tu as senti que tu commençais à être infusé d'une autre manière par cet enseignement? Effectivement, l'Ayurveda, il est souvent compris comme étant une médecine indienne. C'est souvent la traduction qu'on en fait. Et je fais souvent des conférences sur ça en ayant pour titre « L'Ayurveda n'est pas une médecine indienne ». Ça choque souvent les gens parce que les gens pensent que l'Ayurveda c'est une médecine et ils pensent que ça vient d'Inde. En fait, Ayurveda, quand on prend l'étymologie du mot, Ayu ça veut dire la vie et Veda ça signifie la connaissance. Et quand on parle des Vedas, on parle d'une connaissance particulière, on parle de la connaissance qui s'appelle la Shruti, donc c'est la connaissance qui a été entendue. Donc l'Ayurveda c'est la connaissance du vivant et c'est une connaissance qui ne s'acquiert pas par une acquisition de connaissances, c'est pas ce qu'on appelle la smriti, qui sont les deux voies en fait de connaissance. Il y a ce dont on se rappelle parce qu'on l'apprend, on le lit, on le voit, et il y a shruti, c'est ce qu'on entend. Et l'Ayurveda fait référence justement à ce savoir que l'on reconnaît, à ce savoir dont on se souvient, qui est le savoir en fait du vivant. Et c'est reconnaître dans l'Ayurveda la sagesse du vivant et reconnaître que le vivant, les lois de la nature, c'est ça le gourou, c'est ça qu'on honore et c'est ça qui régit notre manière de vivre. Donc pour moi, l'Ayurveda c'est un véritable courant spirituel. C'est pas simplement apprendre à soigner des maladies, c'est devenu ça par défaut parce que si tu connais la vie, tu connais du coup ce qui provoque la maladie et comment la
la modifier, mais l'Ayurveda est une forme de yoga à part entière, est un véritable courant spirituel qui t'invite en fait à être dans l'état du yoga. Et la manière d'être dans l'état du yoga, c'est d'être constamment en présence, en conscience, dépourvu de réaction, c'est-à-dire dépourvu de voir les choses par le prisme de ce qui te fait réagir, de c'est bien, c'est pas bien, mais par un prisme qui est fixe, qui est c'est chaud, c'est froid, ça me fait ressentir ça, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très concret, mais qui te demande une présence quotidienne et constante. Et l'Ayurveda, quand tu fais de l'Ayurveda, quand tu le fais vraiment, et pour l'étudiant de l'Ayurveda, c'est le monde qui est un éternel enseignant, et tu apprends de tout, même de ton ennemi, même de la pluie, enfin, tout est source d'enseignement, et du coup, c'est une voie où, en fait, tu reconnais le gourou en chaque chose. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi proche, effectivement, à ma lignée. Quand on parle de lignée en Ayurveda, en fait, il faut comprendre que l'Ayurveda, il a été canalisé et posé par des gens qu'on appelle des rishis. Les rishis, on traduit ça par les voyants. Donc encore une fois, on parle toujours des sens, on entend, on voit. C'est des gens qui avaient un certain niveau de conscience, c'est-à-dire qu'on réussit à atteindre un niveau d'équanimité assez haut pour réaliser une partie de la vérité. Et ils ont posé cette vérité-là sous différents noms, sous différents mots. Et ensuite, ces rishis, ils se sont transmis dans leur énergie de manière orale, de génération en génération en génération, leurs expériences, leurs savoirs et surtout leurs expériences méditatives. Donc il y a plusieurs rishis qui existent, il y a plusieurs courants qui existent. Par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ayurveda, il y a ce qu'on appelle les Charaka. Donc Charaka Samhita, c'est un des textes fondateurs de l'Ayurveda. On pense que Charaka, en fait, c'était une lignée de médecins qui bougeaient tout le temps et qui échangeaient entre eux et canalisaient en fait des bouts de sagesse et les posaient là. Il y a d'autres rishis, il y a d'autres sages qui ont des acharyas, donc des enseignants de l'Ayurveda. Il y a la Sushruta, il y a Vagbhata. Il y a eu plein en fait d'enseignants, plein de sages qui ont canalisé certaines connaissances et qui les ont ensuite portées et qui continuent de les porter aujourd'hui. Et il y a notamment ce qu'on appelle aujourd'hui des siddhas, qui sont des êtres qui avaient des siddhis, donc des pouvoirs particuliers, qui ont aussi initié des lignées. Et le Narendra Das, lui, fait partie d'une lignée qu'on appelle la lignée du Lada Vidya. Donc on appelle ça la Lada Vidya Parampara. Donc Lada Vidya, ça veut dire la lignée de ceux qui sont toujours en mouvement. Parce que c'était une lignée où traditionnellement les médecins qui étaient dans cette lignée n'avaient jamais de maison et de lieu fixe, bougeaient tout le temps. Et c'est surtout une lignée qui se base sur une chose, c'est la pulsation. C'est une lignée en fait qui est spécialisée dans le pouls, qu'on appelle le Nadi Pariksha, et qui rend hommage et tente de reconnaître à chaque instant ce qu'on appelle le spanda, qui est la vibration. Il part du principe que tout dans notre univers est vibration, et qu'en fait on cherche constamment, et notre travail dans cette lignée-là, c'est de se relier, de capter la vibration de chaque chose tout le temps, et de comprendre qu'en fait tout pulse à n'importe quel moment, et que de la même manière qu'on est capable de percevoir notre individualité par le rythme de notre pulsation, qui est jamais le même exactement, eh bien on est capable en fait de percevoir le vivant, de se faire initier par le vivant en percevant sa pulsation continuelle. Donc c'est une voie dans laquelle on est invité à se relier constamment au vivant qui nous entoure, et à l'observer constamment, et à reconnaître ces choses-là comme des gourous. Et pour te répondre, le fait d'être dans une lignée, ça donne accès à plusieurs choses. Premièrement parce que normalement, pour rentrer dans une lignée, il faut que tu aies une forme d'engagement. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans une lignée traditionnellement. Dans les époques d'avant, pour rentrer dans une lignée, soit c'était par famille, par filiation, soit c'était à condition que tu faisais certaines choses, que tu restais dans la maison de ton gourou pendant 2, 3, 4 ans, sans rien attendre, sans rien demander, pour qu'ensuite tu puisses faire partie de ça, ou alors on te faisait participer à un rituel et on te demandait effectivement certaines choses à faire ou à ne pas faire dans ta vie. Non pas parce que si on te disait par exemple faut pas manger de viande, parce que tu allais manger de la viande, tu n'allais pas accéder à des pouvoirs, c'est pas du tout pour ça. C'était pour te faire un effort, ce qu'on appelle un tapas dans le yoga, qui te chauffe. Et cet effort qui te chauffe, c'est cet effort constant qui te permet de reconnaître la valeur de ce qu'on te transmet pour l'honorer. Donc, être dans une lignée pour moi, si c'est fait comme ça, si on prend, parce que ça se fait beaucoup aujourd'hui, on dit qu'on est dans une lignée ci, lignée ça, etc. Pour moi, c'est pas très important en fait de te dire que tu es dans une lignée ou pas. Ce qui est important, c'est depuis quel espace tu es rentré dans cette lignée et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être dans une lignée. Et pour moi, la première chose que ça donne d'être dans une lignée, c'est la dévotion. C'est la dévotion envers tous les gens, tous les êtres qui ont permis à ce que le savoir qu'on reçoit aujourd'hui, il soit permis.
Et moi, ça, la dévotion, j'y ai accédé depuis ma naissance, puisque j'ai eu le modèle de ma mère qui a toujours eu sa dévotion envers son enseignant, qui est Yogi Bhajan. Et j'ai jamais vu la dévotion comme étant un problème. J'ai toujours été fasciné de voir la force de la dévotion. Et quand on parle de dévotion, on ne parle pas d'idolâtrie. Ouais. On ne parle pas de glorifier la personne. On parle de se relier à ce que la personne qu'on honore sert. C'est-à-dire qu'on honore ce dont quoi elle était au service. Par exemple, pour Yogi Bhajan, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires à son sujet dernièrement, Yogi Bhajan nous a toujours dit « Je suis un facteur, je distribue des lettres ». Et qu'est-ce qu'on honore ? On honore l'auteur de ces lettres, au final. On honore cette capacité à transmettre ce dharma sous cette forme-là, mais on n'honore pas de manière aveugle la personne, même si cette personne, elle nous inspire et on la respecte. Mais c'est pas une idolâtrie qui nous dépossède de notre puissance, comme beaucoup peuvent le concevoir avec un gourou. Au contraire, le gourou, il est là pour nous rapprocher de notre puissance, mais il est là aussi pour cadrer nos explorations et dans des lignées spirituelles très fortes dans lesquelles on vient connecter des énergies puissantes, notamment par exemple comme dans le Kundalini Yoga, le fait d'avoir un maître, ça nous permet aussi d'avoir ce pilier qui vient nous donner un feedback, une résonance dans les moments difficiles qu'on est en train de vivre. Qu'il soit physique ou pas, puisque pour moi aujourd'hui une lignée c'est un espace dans lequel je peux me déposer à n'importe quel instant, un espace dans lequel j'ai de la ressource, un espace dans lequel j'ai une force qui m'habite, c'est-à-dire que par les initiations que j'ai reçues, je suis capable de me connecter à ces êtres qui pendant des années ont dédié leur vie à faire en sorte que l'Ayurveda puisse exister, à servir le vivant, à étudier leurs pulsations, à étudier, à observer leurs narines, à être constamment dans cette volonté d'être présent, dans cette dévotion. Et c'est ça, moi, qui m'inspire, c'est ça qui me nourrit, et c'est ça qui me donne la force. Et pour moi, ce que donne une lignée, c'est une force. C'est-à-dire que quand on est dans des espaces de consultation, de soins, ou même de training, on est dans des espaces qui sont extrêmement intenses, et qui, si on n'a pas le support, la dévotion, etc., sont très difficiles à intégrer physiquement. Et moi, la lignée, je sens qu'elle me donne cette force, cette guidance et ce bindu, ce point en fait auquel je peux me relier aussi. Et c'est ça que pour moi donne en partie une lignée, c'est cette force. Et aussi, elle nous propose, elle nous impose pas, elle nous propose de tenir un cadre. Et ce cadre, il donne l'engagement. Puisque pour moi, sans engagement, on ne peut pas vraiment toucher l'essence de ces sciences-là, qui sont des sciences profondes. Et quand tu prends une lignée, d'une certaine manière, tu t'engages. En général, on te donne un nom. En général, on te baptise d'une certaine manière. Donc, il y a une partie de toi qui fait partie de ça. Donc, il y a une partie de toi qui est engagée là-dedans et qui se dit que, en fait, même quand ça sera dur, même quand tu auras des doutes, même quand tu te diras qu'en fait, l'Ayurveda, ça t'a apporté que des problèmes, que depuis que tu fais ça, tout va mal dans ta vie. Ouais, mais il y a une partie de toi qui s'est engagée. Et qu'est-ce qui s'est engagé aussi ? C'est ça qui est intéressant. C'est est-ce que tu t'es engagé parce que tu pensais que ta vie serait meilleure avec ça ? Ou est-ce que tu t'es engagé parce que tu as été touché par ça ? Et c'est là où ça change. C'est si tu t'engages parce que tu penses que tu as besoin de ça, parce qu'il te faut un nom spirituel pour avoir de la valeur et pour être spirituel, parce que tu penses que c'est ça qui va te permettre d'être le meilleur Védia du monde, là du coup je pense pas que la lignée soit intéressante. Si par contre cette lignée-là particulièrement nous a touchés, si l'enseignement nous a touchés, le fait de s'engager à ça et de se dédier à ça nous donne accès à une dimension phénoménale des enseignements. Où derrière, énergétiquement, il y a une partie de notre énergie qui est ouverte à certaines choses, puisqu'elle est engagée à ça. Et du coup, notre champ magnétique, notre aura, nos corps subtils sont enseignés constamment. Et du coup, on peut, à travers des rêves, à travers des moments, se laisser toucher par des enseignements qui sont clairement des enseignements d'une lignée ou pas d'ailleurs. Donc, ce que tu dis en fait, c'est que le processus d'initiation et d'engagement, c'est d'une certaine manière une ouverture de la psyché, comme un accord qu'on donnerait pour ouvrir notre psyché à commencer à rentrer en résonance avec le corps subtil finalement de tous ces yogis ou de tous ces Védias qui ont transmis, vécu, actualisé les enseignements à travers les âges. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de ce fait de prendre un deuxième prénom, ce que je n'ai pas encore fait, même si je l'ai fait dans ma première tradition, qui est le Kundalini Yoga, où j'ai reçu un nom. Mais quand on prend un nouveau prénom, c'est comme si on vidait notre tasse. C'est qu'on redevenait zéro et on se préparait aussi à se refaire remplir. Et pour moi, il y a, dans la lignée, dans la dévotion, il y a cette question-là d'être zéro, en fait. À chaque fois, d'être capable d'être zéro
pour que n'importe quoi puisse nous enseigner, que ce soit notre lignée ou notre enseignant, mais aussi, et je me fais souvent cette réflexion, c'est qu'il y a toujours un enseignement quelque part, et que pour le recevoir, il faut être vide. Parce qu'à partir du moment où je pense que je sais, il y a une partie de moi qui se coupe de ce que je ne sais pas et de ce qui pourrait m'enrichir. Et dans la lignée et dans le fait d'avoir un maître spirituel aussi, il y a souvent cette confrontation à devenir zéro, à baisser justement son ego, ce qu'on pense être et ce qu'on pense savoir. Et ça ne veut pas dire s'écraser, ça ne veut pas dire que le maître a une supériorité physique sur nous nécessairement. Ça veut simplement, pour moi, dans la symbolique, se mettre dans un espace tellement vide et tellement neutre qu'on est capable de prendre toute la richesse de ce qu'on nous enseigne. Parce qu'à partir du moment où je sélectionne l'enseignement, je prends que ce qui m'arrange, je prends que ce qui conforte mon ego et du coup je passe à côté de ce qui peut me toucher vraiment. Et le fait d'avoir cette lignée-là et cet enseignement, pour moi, ça donne aussi lieu à une humilité et à cet espace qu'on laisse en nous pour constamment se faire remplir et se faire enseigner. Quelque chose qui est très présent chez les soufis aussi, où en fait le but du soufi ultime, c'est pas de se remplir, c'est de se vider pour laisser en fait la lumière de Dieu briller à travers soi. Et d'avoir le cœur le plus clair, le plus transparent possible, puisque pour eux, le cœur est un diamant qui reflète la lumière du divin. Et j'aime beaucoup cette idée, en fait, de polir son cœur, plutôt que de chercher à se remplir. Il y a cette question de polir le cœur, de ce qu'on pense savoir de nos croyances. Et du coup, si on n'a pas de dévotion là-dedans, c'est impossible. Parce que du coup, tout ce qu'on apprend, eh bien, on le désapprend. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'était pas que ça. Et donc, c'est très perturbant, très confrontant. Parce que plus on avance dans le chemin, plus on a l'impression qu'on en sait moins, plus on doute, plus on se remet en question. Et c'est ces moments-là qui sont précieux. Parce que j'ai ces moments-là, hein, j'ai beaucoup de moments où je doute de mon futur dans l'Ayurveda, de ce que je fais, est-ce que c'est bien ou pas, et j'en parle souvent à mon enseignant. Il me dit c'est très bien que tu aies ces doutes, parce que c'est ce qui te permet en fait de reconnaître des parties de toi particulières qui sont encore nécessaires à toi et qui t'enseignent. Et c'est dans ces moments-là que tu apprends. Et il m'a dit une très belle phrase que je trouve très belle aussi, c'est que le chemin des Siddhas, c'est pas d'être dans la lumière, c'est de marcher dans l'obscurité avec juste un tout petit peu de lumière pour continuer à avancer. Et que du coup, le yoga ou l'Ayurveda, le but, c'est pas le bien-être. Le bien-être, ça peut être une résultante, mais c'est pas ce que cherche en tout cas ces voies-là. Ce qu'on cherche, c'est des voies d'exploration de soi. Et souvent, quand on est dans un bien-être superficiel, c'est qu'on n'est pas forcément face à la réalité dans son ensemble et que c'était pas une finalité et que du coup ces moments de doute, ces moments de peur, plutôt que d'y résister, de les voir comme un problème, en fait c'est ça que j'embrasse, c'est ça cette ressource que j'ai. Et quand on est porté par une lignée, quand on a des gens qui avant nous ont fait ce travail-là, qui sont là aussi en feedback pour nous, eh bien ça donne une profondeur d'exploration aussi beaucoup plus intense pour moi en tout cas. Merci. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus quelle est la spécificité peut-être de l'Ayurveda, de la manière dont tu vois toi l'Ayurveda, dans le contexte aussi actuel, peut-être le contexte français. Et voilà, peut-être il y a deux questions en fait. Dans ma question, c'est comment l'Ayurveda, qui malgré tout a quand même été beaucoup développé en Inde, peut être appliqué dans une culture, un contexte, un climat aussi qui est différent. Donc ça, c'est une première question. Et en quoi l'Ayurveda, que ta vision de l'Ayurveda est différente peut-être de ce qu'on voit ou de d'autres approches qu'on a de l'Ayurveda, parce que tu nous parles d'une approche quand même assez spécifique, très spirituelle. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin là-dessus? Donc oui, l'Ayurveda en fait n'est pas indien comme je le disais. Il est né dans le contexte de l'Inde et il y a souvent cette erreur de penser que pour faire de l'Ayurveda, il faut aller en Inde, il faut manger indien ou il faut utiliser des plantes indiennes. L'Ayurveda, c'est la connaissance du vivant par le prisme des 5 éléments et qui part du principe qu'en fait, ce qui constitue le remède d'une chose, c'est la connaissance des éléments et du dialogue qu'il y a entre un individu et son environnement. Et qu'en fait, vous pouvez acheter une plante dite ayurvédique, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'on verra ce qui définit une plante comme ayurvédique ou pas. Si vous prenez par exemple de l'ashwagandha pour dormir, vous ne faites pas de l'ayurveda et vous ne consommez pas une plante ayurvédique. Si par contre vous consommez, de l'aubier de tilleul, que vous le prenez parce qu'il a des qualités particulières, qu'il a une saveur particulière, parce que dans votre corps actuellement, il y a tel élément, par exemple l'élément feu, qui va augmenter, et qu'il y a énormément de chaleur, et que vous avez remarqué que l'aubier de tilleul, avec ses feuilles, va conférer une action refroidissante, et que même l'aubier de tilleul permet de filtrer les reins, donc va permettre au sang de se vidanger, donc d'évacuer la chaleur, vous faites de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, ce n'est pas
une liste de plantes ou une liste de principes, puisque pareil, on parle beaucoup de principes, de bah oui, si t'es Pitta, faut faire ça, pour faire de l'Ayurveda. Aujourd'hui, la vision, c'est que l'Ayurveda, c'est connaître sa constitution, c'est définir si vous êtes Pitta, Vata ou Kapha, et mener une vie en fonction de ça. Ça, ce n'est pas l'Ayurveda, puisque ça, c'est prendre des principes fixes, rigides, qu'on laisse durer dans le temps. L'Ayurveda, c'est la connaissance du vivant, et cette connaissance du vivant, elle est teintée par les 5 éléments, c'est-à-dire d'être capable de comprendre quelle est la proportion des éléments en moi à un moment donné, donc à un moment donné de la journée, de la saison, de mon âge, de comprendre la saison, de comprendre mon environnement, c'est-à-dire est-ce que je suis dans une saison chaude et de comprendre que cette saison-là va donner lieu à des qualités de chaleur en moi, qui en plus a déjà par exemple des qualités chaudes, et de derrière prendre des actions en mesure. Donc pour faire de l'Ayurveda en France, il n'y a rien de plus simple en fait, parce qu'il n'y a pas besoin d'être en Inde pour faire de l'Ayurveda, il y a simplement besoin de comprendre les référentiels et de comprendre notre environnement. Et c'est pour ça que l'Ayurveda est un courant spirituel qui demande une présence à soi constante. Et je vois beaucoup de gens effectivement qui se torturent un peu la tête à savoir s'ils sont Pitta, Vata, Kapha, mais qui n'observent pas leur sel, qui n'observent pas leur digestion, qui n'observent pas les signes de leur corps, puisque ça c'est un des grands pièges de l'Ayurveda, c'est de vouloir se mettre dans une case alors que le vivant ne peut se confiner dans une case. Et pour moi, ce que n'est pas l'Ayurveda, c'est prendre des listes de plantes, apprendre comme ça selon différents symptômes, ou se mettre dans une case particulière et partir du principe qu'il faut manger tel type de nourriture à n'importe quel moment. Pour moi, l'Ayurveda, c'est avant tout comprendre ce qui définit nos comportements. C'est-à-dire que dans les textes, il est posé que le médecin ultime, c'est celui qui arrive à réduire à néant la racine de toutes les maladies. Et pour nous, la racine de toutes les maladies, c'est le désir, ce qu'on appelle raga. Le désir, c'est simplement l'espace depuis lequel j'agis, et un espace qui est démuni de la connaissance des lois du vivant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je mange alors que j'ai pas faim? C'est pas les lois du vivant, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui a besoin de compenser quelque chose. Donc pour moi, l'Ayurveda, c'est surtout ça, c'est d'être capable, non pas de ne pas manger, mais de reconnaître au moins la partie de nous qui mange à cet instant-là. Est-ce que je mange pour me nourrir ou est-ce que je mange pour compenser? Est-ce que je sais pas, je vais faire ce choix de combinaison alimentaire parce que c'est vraiment bon pour ma santé, ou je le fais parce qu'en fait j'ai besoin de d'onctuosité, parce que je suis complètement rincé dans ma vie et que j'ai besoin d'un truc qui me fasse me sentir dans mon corps parce que je suis trop dans ma tête. Donc pour moi, c'est simplement le fait d'être capable de se regarder en conscience, et c'est là où ça peut être contradictoire avec un Ayurveda plus occidental, qui est un Ayurveda où on pense qu'il faut prendre des listes d'aliments, où j'ai vu des gens suivre des listes d'aliments et se rendre malades de ça en fait, en pensant bien faire pour leur santé, parce qu'ils le font depuis un espace de désir, de contrôle, qui n'est pas depuis un espace de santé. Et le but de l'Ayurveda, c'est de ramener à la santé. Et pour nous, la santé, c'est quand le soi est à sa place. C'est ce que veut dire svasta en sanskrit. C'est remettre votre soi à sa place. Donc pour moi, l'Ayurveda, c'est un vrai courant spirituel, c'est une vraie invitation à se remettre en question, à s'observer. Et ensuite, avec le référentiel des lois de la nature, effectivement, à prendre potentiellement ou pas des actions, des habitudes ou des choses comme ça. Et pour moi, l'Ayurveda doit s'appliquer majoritairement en France, quand c'est possible, notamment avec des plantes françaises, une alimentation française, des saisons françaises, puisque c'est ce qui est le plus disponible pour nous, c'est ce qui est le plus frais, et c'est ce qui est le plus véritable en fait. Quel sens ça a de se relier à des plantes qui ne vivent pas dans notre biotope, de les utiliser parce qu'on nous a dit de les utiliser, à l'inverse de récolter une plante parce qu'elle vous a appelé, parce qu'elle vous a parlé, parce que c'est la plante qui pousse juste au pied de votre jardin, que vous l'avez goûtée, qu'il y a quelque chose qui se soit passé. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui qu'on doit redécouvrir, c'est cette capacité en fait à constamment, quand on met de la conscience sur quelque chose, ça devient un remède et on est dans l'Ayurveda. Il y a des médecins en Inde qui disent qu'on peut se soigner qu'avec de l'eau chaude. Parce que quand tu prends l'eau chaude au bon moment, à la bonne saison, à la bonne température, au bon moment de la journée, ça peut être vraiment un remède hyper puissant. Et il y a des médecins en Inde, par exemple, qui soignent avec une plante. Ils prennent de l'aritaki, un enseignant m'expliquait ça, et tu viens le voir pour ton œil, il va dire ok, tu fais un jus, tu mets 2 gouttes là, tu viens le voir parce que tu t'es déboîté le genou, ok, tu le fais en poudre, tu le mélanges avec ça, tu le prends à tel endroit, tu fais un cataplasme, etc. Parce qu'en fait, tout est médicinal, et tout peut être de l'Ayurveda en fait.
Et pour moi, dans cette époque où il y a une surabondance d'informations, de plantes, de trucs et tout, je suis plus dans un mode de me dire, mais en fait, l'idée c'est que tu peux là être chez toi dans ton jardin et comment de ton brin d'herbe devant toi tu fais un remède en fait. Avec la connaissance de la saison, du temps, de comment tu le prends, de toi qui t'es. Puisque ce qui fait un remède, c'est l'individu qui le prend, où est-ce qu'il le prend, comment il le prend. C'est pas le remède en tant que tel. Ok. Parce que tu peux prendre un truc qui a l'air d'être un remède, si c'est pas pris au bon moment, pas pris à la bonne dose, pas pris avec la bonne personne, ça va pas te faire du bien. Par exemple, tu te dis je vais prendre de l'ashwagandha pour être moins stressé, c'est un grand truc à la mode. L'ashwagandha, c'est une racine qui est très chauffante. Donc si tu te prends de l'ashwagandha alors que tu es déjà en excès de chaleur, que tu es en été et que tu la prends avec une infusion en plus un peu corsée, tu vas aggraver ta chaleur et potentiellement tu vas être encore plus stressé. Et tu vas pas dormir. Et tu vas pas dormir. Tu vas pas calmer ton stress. Tu vas pas calmer ton stress. Alors que si tu prends, je sais pas, simplement une plante, un petit peu de lavande qui est elle rafraîchissante, tu la mets en hydrolat ou tu t'en fais un petit peu en macération à froid, ça peut être beaucoup plus adapté en fait. Ok. Donc c'est simplement Donc, ce que tu pour... dis, c'est que ça peut être finalement beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. C'est beaucoup plus simple parce que ça demande simplement, c'est ça qui est moins simple on va dire, d'être en conscience de ce qui se passe en nous et de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Mais à partir du moment où on a cette grille de lecture là, enfin, tout peut être un remède et c'est ça qui est passionnant en fait. Et du coup, toi, comment t'opères? Parce que tu donnes des consultations aussi. Donc, quand tu dis là, c'est plutôt un processus d'éducation et d'apprentissage, à être en contact avec ce qu'on ressent, ce qui est vivant en nous. Donc, comment t'opères dans une consultation classique? Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un exemple de quelqu'un qui arrive avec un symptôme et comment toi, tu vas l'accompagner? Hmm. Donc le premier niveau de traitement en Ayurveda, c'est ce qu'on appelle Nidana Parivarjana, qui est la suppression de l'étiologie. C'est-à-dire que si tu viens me voir par exemple et que tu as une problématique de douleur dans le bas de ton dos, ok, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que tu as mal au dos. Donc peut-être c'est simplement une question de posture et du coup de comprendre avec toi qu'est-ce qui fait que tu n'es pas conscient de ta posture. Qu'est-ce qui fait que quand tu as mal au dos, tu continues à avoir cette posture-là. Potentiellement tu vas me dire bah oui mais il faut que je fasse telle tâche de mon travail, c'est très important et mon mal de dos n'est pas plus important que ça. Donc là déjà c'est une première piste de dire qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu penses que faire mal à ton corps c'est moins important que rendre fier ton patron, etc. etc. Donc la chose la plus importante, c'est d'identifier les comportements qui ont mené à la maladie. Si en plus on se rend compte que ton mal de dos il est amplifié par une alimentation qui est inflammatoire, que tu manges du gluten, du lait, etc., que tu es en indigestion, donc que tu as de la toxémie, tu as de l'inflammation Ouais. dans le corps, qui fait que ça va aggraver tes douleurs, et qu'en plus tu es constipé. Donc pour les gens qui connaissent un peu l'Ayurveda, il y a Vata qui s'aggrave. Vata, sa loge, c'est en bas. Et comme il s'aggrave en bas, ça va aggraver encore plus tes douleurs de dos. Et tu me dis que tu es constipé parce que tu prends pas le temps d'aller aux toilettes parce que tu n'as pas le temps. Avant de te donner des remèdes pour la constipation et pour le dos, mon but c'est de faire mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'as pas le temps d'aller aux toilettes? Qu'est-ce qui fait que c'est ça, il y a quelque chose qui est plus important que ça ou pas? Et derrière, qu'est-ce qui fait que tu es stressé? Qu'est-ce qui fait que tu bouges? Et d'aller vraiment à la source de ça. Quel est le comportement qui a donné lieu à la maladie de se produire? En identifiant ça, plus selon les personnes et selon là où elles sont prêtes à aller, des fois on peut juste s'arrêter là en fait. De dire qu'en fait, à partir du moment où j'arrête d'avoir un rythme de vie qui ne me correspond pas pour servir mon ego, en fait la santé elle se retrouve d'elle-même. Parce que tu vas t'arrêter au moment où il faut, tu iras aux toilettes quand il faudra, tu mangeras quand tu auras faim, tu dormiras quand tu auras sommeil, et si tout va bien, ça va se réguler comme ça. C'est rarement le cas. La deuxième partie, du coup, c'est d'aller travailler sur ce qui va aggraver ton mal de dos. Donc, c'est de te dire que, en fait, tant que tu seras constipé, ton mal de dos, il va pas marcher. Donc, de t'aider à adopter une hygiène de vie qui va te permettre de moins être constipé. Et encore une fois, avant de parler de remèdes, on va regarder qu'est-ce qui, dans ta vie, va être source d'aggravation de Vata. Ça peut être un mental très actif, ça peut être une tendance à beaucoup bouger, à jamais se poser, à faire 1000 activités parce que c'est dans ta nature et qu'aussi il y a une partie de toi qui supporte pas de rien faire. Du coup, de t'accompagner dans comment on habite des moments plus calmes, de repos, comment je peux te guider par rapport à ça. Et ensuite, si les gens sont pas prêts à ces étapes-là, ce qui est le cas parfois, on commence avec des remèdes. Et là, on utilise soit des remèdes qui sont locaux, donc des remèdes français, soit quand on n'a pas d'équivalent en remède français et qu'on a quelque chose d'assez difficile à traiter, par exemple vraiment une grosse lombalgie aiguë, personne qui a des grosses douleurs, qui ne peut pas s'arrêter comme ça, on peut prendre dans la pharmacopée indienne ou autre pour aller soulager ça aussi. Mais le but de l'Ayurveda, c'est toujours d'aller à la source du comportement qui a donné lieu à la maladie. Puisque pour nous, la maladie n'est pas le résultat du hasard ou d'une malchance, c'est toujours qu'à un moment donné, il y a eu un comportement qui a été dévié des lois de la nature, qui a laissé
propice la maladie à être. Même si c'est pas lié, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ton corps il a perdu assez de vitalité pour enclencher un processus de maladie? Et ça peut être simplement, tu peux avoir mal au dos, et en fait, ce mal au dos, il vient du fait que tu as un excès de chaleur qui est jamais vidangé, parce que tu es toujours sous café, et qu'en fait, le fait que ton corps soit obligé de compenser la chaleur va affaiblir la capacité de ton liquide synovial à protéger ta colonne, par exemple. Donc du coup, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'identifier aussi où est-ce que la personne, elle perd sa force vitale. Parce que la maladie, si tu as de la vitalité, elle ne devrait pas se manifester. Donc où est-ce que la personne perd de la force vitale? Et ça, il y a énormément de facteurs qui font ça, mais l'un des premiers facteurs, c'est ton état d'esprit, c'est ton rapport à toi, c'est ton rapport aux autres. Et si effectivement tu penses que tu n'es jamais assez, tu vas épuiser ta force vitale et la maladie, elle va toujours se produire. Et j'aurais beau te donner des plantes et traiter ton mal de dos, ça va se remanifester sous une autre manière. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans l'étiologie profonde, dans les croyances, dans le comportement et dans tout ce qui favorise et laisse place à la maladie d'être. Et l'idée à chaque fois, c'est de faire revenir le soi à sa place. Ok. Merci Luc. Merci à toi, Fateh. Donc tu donnes, si on veut te contacter, tu donnes des consultations régulièrement en région parisienne, c'est ça? Oui, j'ai un cabinet donc à Montparnasse où je reçois en consultation et dans lequel aussi je propose des soins cliniques de l'Ayurveda. Donc tous les soins qui sont disponibles en Ayurveda, je les effectue avec une consultation au préalable pour définir s'il est adapté ou pas. Et du coup, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur ma page Luc Modonnet, ou sinon vous pouvez trouver mes coordonnées sur la description de ce podcast aussi assez facilement. Vous pouvez me contacter par mail. Super. Et je voudrais finir cet entretien en te posant des questions un peu les projections pour le futur. Quels sont les projets qui sont là pour l'instant dans les tuyaux? Alors là, pour moi, le projet actuellement, ça serait d'ouvrir un espace à Paris, un petit peu plus grand de là où je suis, pour offrir un lieu où pratiquer et enseigner le yoga, un lieu où on pourrait faire à manger, un lieu où on pourrait recevoir des conférences, où on pourrait avoir une boutique qui serait vraiment dédiée avec des produits qui sont vus selon le prisme de l'Ayurveda, et notamment des produits locaux, et un espace où je puisse donner des consultations et des soins en commun aussi avec les personnes qui pratiquent l'Ayurveda avec moi dans ma lignée. Et j'ai vraiment l'ambition en fait de créer un lieu ressource, un pôle qui regroupe en fait différentes personnes, différentes sagesses au service de l'Ayurveda, pour vraiment qu'il y ait un lieu ressource à Paris qui soit au service de l'Ayurveda, où on puisse avoir des conférences, où on puisse avoir tout un tas d'enseignements, puisque au-delà de faire une consultation, l'Ayurveda c'est surtout de travailler sur soi et d'apprendre des choses de base comme d'apprendre à respirer, d'apprendre à cuisiner, de connaître les saisons, de connaître le cycle menstruel, de voir voilà, toutes ces thématiques-là qui me passionnent, de pouvoir avoir un espace où on puisse les diffuser, les enseigner, les échanger et d'avoir des personnes qui sont inspirées par les choses qui m'inspirent aussi et de collaborer avec ces personnes-là pour diffuser cet Ayurveda large, global et profond qui nous touche collectivement. Ouais. Oh, super. Et si tu te projettes un peu plus loin, dans peut-être 15 ans ou 20 ans, et dans ton chemin dans l'Ayurveda, qu'est-ce qui vibre pour toi dans cette projection? Si je me projette, en tout cas, j'espère que je serai toujours en train d'apprendre aux côtés de mon enseignant. J'espère toujours avoir cette possibilité-là. Et je me verrais bien, effectivement, pouvoir former des gens un peu plus précisément à être thérapeute en Ayurveda. J'aimerais beaucoup, et je le fais pas tout de suite parce que j'estime que pour former des gens à faire de la thérapie en Ayurveda, il faut avoir beaucoup d'expérience. Et donc je pense que d'ici 15 ans, j'aurai pas mal d'expérience pour pouvoir effectivement transmettre d'une partie de ce que mon maître m'a transmis et surtout transmettre mon expérience. Et j'aimerais beaucoup toujours continuer à consulter. C'est vraiment quelque chose que j'espère que je continuerai à faire. Continuer aussi à donner des soins et donner des cures panchakarma, puisque ça c'est vraiment un processus très profond. On aura peut-être le temps d'en parler un peu plus dans d'autres épisodes. Et puis d'être dans un lieu aussi où voilà, je puisse être plus peut-être d'ici 10-15 ans en feedback, en support, et être plus aussi dans une pratique un peu plus méditative et plus contemplative, avec simplement voilà, le partage de mes expériences pour supporter les personnes qui seraient plus jeunes ou nouvelles dans le chemin de l'Ayurveda, mais de continuer à collaborer à travers un lieu ou un projet en tout cas, qui continue aussi de rechercher dans l'Ayurveda. J'ai vraiment envie aussi de faire des recherches particulières dans l'Ayurveda. Et je pense que d'ici 10-15 ans, j'aurai aussi le temps d'aller
voilà, faire des sujets de recherche, des thèses, des choses comme ça pour continuer d'explorer cette science qui est infinie. Ouais. Waouh, Mm. très inspirant. Merci beaucoup, Luc. Merci à toi, Faté, pour l'invitation. Satnam. Satnam.